Et nous revoici pour la suite du cours G5 sur les littoraux, avec l'étude du port de Nagoya au Japon. Sur le premier paysage que vous aviez, une photo aérienne d'une grande partie du port, vous pouviez remarquer comme type de bâtiment industriel ou de zone industrielle, celle du stockage du pétrole, puis le stockage des automobiles prêtes à partir, qui sont liées à une usine, une grande usine Toyota, le grand terre-plein de l'usine d'acier et également une grande zone portuaire de stockage du bois. Le reste est plus du domaine du transport seulement, notamment les conteneurs. C'est pour ça que je ne les ai pas mis. Quant aux loisirs, ce ne sont pas des industries à proprement parler dans le sens des usines. On va un petit peu rentrer dans les détails à partir de cette photo satellite sur laquelle j'ai indiqué des zones qui correspondent plus ou moins à celles de la photo précédente. Encadrées en blanc, on a les zones de stockage de matières premières, c'est-à-dire des produits bruts qui ne sont pas transformés, ou qui le seront peut-être plus tard, mais pas dans le port lui-même. Vous aviez la grande zone de stockage du bois, et les miniatures que voici vous permettent de comprendre qu'en fait c'est simplement des troncs qu'on laisse flotter dans des cases entre guillemets, c'est-à-dire des bassins, et en attente évidemment d'être transportés ailleurs dans les usines, parce qu'on manque de bois de construction au Japon. De même, le grand îlot traversé par l'énorme pont est en très grande partie occupé par des réservoirs, ce sont tous ces petits ronds que vous voyez, et des réservoirs de pétrole ou de gaz naturel, car le Japon en a très peu également, il est obligé de le faire venir. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des importations, ça vient dans le port. Viennent ensuite les grandes zones industrielles à proprement parler, la plus grande étant l'immense terre-plein occupé par une seule entreprise, mais absolument énorme, Nippon Steel, ce qui veut dire l'acier du Japon. Dans le détail, vous avez des zones de stockage de matières premières là aussi, mais elles sont directement liées à ce dont l'usine a besoin. Il y a en noir des stocks de charbon, en rouge, grisâtre, des stocks de minerais de fer, et oui, ça rouille, c'est pour ça que c'est rougeâtre, une centrale électrique qui donne l'énergie aux hauts fourneaux, c'est-à-dire les immenses fours qui servent à faire fondre les deux pour transformer le fer avec un petit peu de charbon en acier. C'est comme ça qu'on fait de l'acier. Et enfin, toute une série d'entrepôts jaunâtres à perte de vue. Si vous regardez l'échelle dans le coin, vous vous rendez compte que toute cette zone fait plus de 2 km sur 4. C'est absolument énorme. Toujours dans la même zone, juste un peu plus au nord, voilà des usines qui vont utiliser de l'acier. C'est essentiellement une usine Toyota. Et tout ce que vous voyez sur cette immense zone de stockage, on pourrait dire un parking, ce sont des voitures. Des toutes petites voitures, autrement dit, il y en a des milliers. En gros, elles s'attendent là d'être embarquées sur des bateaux pour être vendues partout dans le monde. Vous remarquerez que la plupart des modèles sont blancs, c'est parce qu'il y a beaucoup de véhicules utilitaires, et aussi parce que les véhicules blancs sont très fréquents en Asie et dans le Pacifique pour une raison toute bête, c'est que ça attire moins la chaleur qu'une voiture noire ou grise. Mais la zone la plus typique des ports modernes, c'est celle du port de conteneurs. Les ports de conteneurs, c'est d'immenses zones de stockage comme vous le voyez là, avec des boîtes en métal. Ces boîtes en métal, ce sont des conteneurs, ou containers en anglais, container quand on le dit mal, et ces boîtes ont l'avantage de pouvoir être manipulées assez facilement avec les grandes grues que vous avez, pour les enlever du bateau, ou les remettre sur le bateau, et les mettre aussi sur les remorques de camions, puisque c'est exactement la taille des camions 33 tonnes qu'on a sur nos autoroutes. En gros, ça facilite la manipulation, et dans ces boîtes qui sont standardisées, toutes la même taille, on peut y mettre ce qu'on veut. Des voitures, de l'électronique, des cartons de chaussettes, peu importe. Et c'est ainsi que la plupart des marchandises circulent à travers le monde, sachant que Nagoya est un grand port, mais beaucoup plus petit par exemple que les énormes ports chinois qui se sont développés depuis 20 ans et qui sont remplis de produits made in China évidemment, que ce soit de l'électronique, des iPhones, des jouets, etc. Pour la question suivante, vous deviez expliquer la forme des quais et des côtes de ce port. En fait, c'est simple, tout est artificiel. Avec le schéma que vous avez à côté, vous comprenez mieux. En fait, les éléments de la côte naturelle ont tous été aménagés, agrandis, avec des digues et avec du rajout de terre,
Ça tombe bien parce qu'en plus, comme c'est très montagneux à côté, on prend la terre ou la roche dans la montagne, on la remet à plat dans l'eau et on obtient un agrandissement double puisqu'on a une zone qui a été excavée dans la montagne et une zone qui a été remplie dans la mer pour agrandir son port. On se retrouve avec des côtes parfaitement rectilignes pour y faire venir les bateaux sans à-coups, bien larges, etc. On peut même pousser jusqu'à la création d'îles artificielles, c'est-à-dire, comme vous le voyez sur le schéma, on plante des piliers, c'est-à-dire d'énormes digues dans la mer, on essaye de faire du remplissage à l'intérieur, parfois on va jusqu'au fond de la mer, qui n'est pas si profonde que ça dans une baie, parfois on se contente d'avoir une espèce de plateforme qui va pouvoir supporter la marée et suivre le niveau du courant, donc glisser le long des piliers. Mais à Nagoya, on a également des aménagements de loisirs désormais. C'est ce que vous racontez le texte 3. Et voici tout ce que vous pouviez surligner dans ce texte. Le grand parc d'attractions, le garden pier, c'est-à-dire une grande jetée jardin. Pier, ça veut dire jetée. L'aquarium, cité plusieurs fois, le musée maritime, à ne pas confondre avec le musée d'exploration polaire qui est en fait un brise-glace, c'est-à-dire un ancien bateau, et les restaurants et bars qui sont sur la jetée. Toutes les zones encadrées en jaune sont des zones de loisirs. Je vais me contenter d'un agrandissement, celui de la zone justement citée abondamment dans le texte, de l'aquarium, avec le bassin pour les dauphins, et également le fameux bateau brise-glace. Et vous voyez effectivement des zones de parc qui sont indiquées par les petites icônes, puisque ça vient d'un logiciel qui permet de repérer les activités possibles dans une ville. À noter qu'il y a également des installations sportives dans les encadrés jaunes, un golf tout en bas dans le coin sud-est, etc. Même si Nagoya n'est pas vraiment une ville touristique, elle a quand même quelques grands monuments qui sont très visités, en particulier par les Japonais eux-mêmes. C'est par exemple le cas du château de Nagoya, un château qui daterait du XVIe siècle et qui a été beaucoup reconstruit après la guerre car il avait subi des bombardements. Mais il est à l'identique. On a également des temples très importants, comme le sanctuaire Atsuta ou Atsuta Jingu, qui contient l'épée légendaire des empereurs du Japon. Un temple Shinto, c'est la religion traditionnelle du Japon. Et il y a également toute une série de grands temples bouddhistes très importants pour les Japonais qui font des pèlerinages et des fêtes, comme celui de la Su-Kanon. Ce bilan assez dense comprend un ensemble de mots de vocabulaire spécifiques que j'ai utilisés auparavant et qui est surligné, comme d'habitude. Vous n'aurez pas à le réviser, bien sûr, mais il est important car vous aurez besoin de ces termes, en tout cas de les comprendre, comme importation, exportation, matières premières, produits finis, en géographie jusqu'en troisième, et même plus tard si vous faites un peu d'économie, ce qu'on fait au lycée. Avant de passer à la carte et au schéma bilan, que je vous ai envoyé au préalable, et qu'il faudra compléter, un petit aperçu d'autres littoraux touristiques ou industriels. Ici, Venise, ville archi connue pour avoir été une extrêmement grande ville marchande dans l'histoire, mais qui maintenant est plutôt une ville musée. Mais une ville musée qui attire tellement de touristes que ça commence à lui poser des problèmes. Comme vous le voyez, des paquebots de croisière, on ne fait pas plus polluant, venaient régulièrement au pied des palais vénitiens, alors qu'ils sont parfois 2 fois plus hauts qu'eux. Et ils faisaient tellement de remous dans les canaux et dans l'eau qu'ils abîmaient considérablement les digues et les îles sur lesquelles sont posés les bâtiments. Ce qui fait qu'on a fini par les interdire, une bonne fois pour toutes, pour protéger Venise, qui est toujours menacée. Ici, retour en Asie, avec l'un des plus grands ports du monde, avec des milliers, voire des millions de conteneurs, c'est le port de Singapour. Premier plan, le port de conteneurs, avec les grues et les boîtes. Et d'ailleurs, vous voyez des camions, ça vous donne une petite idée de l'échelle de tout ça, dans le coin à gauche. Et au fond, vous avez les gratte-ciel, puisque bien sûr, il y a également toute une sphère financière, banques, entreprises, etc., pas simplement des marchandises. Pour en finir avec les exemples, vous avez également de très grandes villes littorales qui ont deux types de zones côtières. D'une part, une zone industrielle, comme ici le port de Long Beach à Los Angeles, plus grand port de conteneurs des États-Unis, avec en particulier, ce jour-là, jour de cette photo, l'inauguration
de l'un des plus grands porte-conteneurs. On dit même un méga porte-conteneur, celui que vous avez en plein milieu là, de l'entreprise qui est l'une des plus importantes de transport maritime, qui s'appelle la CMA-CGM, entreprise française d'ailleurs. Vous remarquerez la taille du bâtiment par rapport par exemple aux petites tentes qui sont prévues pour l'inauguration. Et en fait, ces tentes sont énormes, hein. Vous avez un tout petit camion au pied de l'une d'entre elles. Ça vous donne une idée du monstre que c'est. Mais évidemment, Los Angeles, c'est aussi les quartiers d'Hollywood et Beverly Hills, et un peu plus bas, puisque Hills, ça veut dire colline, vous avez les grandes plages très connues de Malibu, Venice Beach ou Santa Monica, en toute partie du comté de Los Angeles. Et là, vous revoyez des aménagements touristiques, comme la Grande Roue, la jetée illuminée, etc. Pour finir avec une dernière carte repère pour cette année, mais repère à maîtriser jusqu'en troisième, et plus tard bien sûr, donc important, revoici une carte du monde, cette fois-ci pour les zones touristiques, littorales, etc. Vous aviez simplement des rectangles blancs pour rajouter les océans. On l'a déjà vu et revu, c'est pas très compliqué, mais vous les rajouterez sur votre propre carte. Et voici le schéma qui reprend la plupart des termes techniques désignant des reliefs hydrographiques, c'est-à-dire des formes du terrain liées à l'eau, au fleuve, à la mer. Nous en avons vu deux qu'il faudra rajouter, deux précisément. Une lagune à Cancun avec un cordon littoral, ce qu'on appelle aussi un lido, et une grande baie, la baie de Nagoya. Vous aviez déjà vu également le delta du Nil, et quant aux autres éléments, ils ne sont pas très compliqués. Juste une précision, une rade, c'est simplement une baie très étroite et très protégée. Il y en a une par exemple à Toulon. Ce chapitre se termine donc avec cette carte et ce schéma récapitulatif.